Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode 4 de Même pas mal. Aujourd'hui, je reçois Marine Barbarin, directrice adjointe d'une entreprise de travail en hauteur, qui va nous parler de son parcours et de son expérience autour de la santé au travail et particulièrement de la santé du dirigeant. Marine, bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue dans cet épisode. Je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, merci. D'abord, merci de m'accueillir sur ce podcast. Donc, je m'appelle Marine Barbarin, j'ai 38 ans. Je suis directrice adjointe d'une société de travail en hauteur qui est basée sur Clermont-Ferrand. Nous sommes 3 associés dans la structure et aujourd'hui, je m'occupe de toute la partie service support, donc administratif, marketing, communication, QSE, donc santé, sécurité au travail, qui reste une grosse branche de mon métier. Voilà, ça fait bientôt 8 ans que j'y suis et ce poste m'épanouit pleinement. Bien. Voilà. Je ne suis pas sans savoir que tu as eu une expérience particulière autour de la santé au travail. Est-ce que tu es d'accord pour nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Effectivement, l'année dernière, le 19 janvier 2024, vraiment à l'aube de mes 37 ans, j'ai appris que j'étais atteinte d'un cancer du sein en grade 3. Donc, cancer qui est évolutif assez rapidement, in situ, donc avec potentiellement des petits cancers qui peuvent se trouver ailleurs. Donc, je peux t'avouer que ça a été un gros coup sur la tête quand je l'ai su. Très rapidement, j'ai été prise en charge et on m'a aussi très rapidement rassurée sur le fait qu'il était concentré à un seul endroit et que c'était un cancer qui se soignait bien. Mais par contre, il fallait passer par tout ce processus de soins, la chimio, la radio, l'opération et tout ce qui entoure malheureusement, toutes les conséquences qui entourent malheureusement ce processus de soins. Comment tu as pu du coup concilier cette mauvaise nouvelle établie et de femme et de chef d'entreprise, en tout cas de dirigeante ? Alors ça a été ma première grande réflexion, clairement. Quand on m'a dit que ça se soignait, j'ai dit ça c'est bon. Ok, ça se soigne, je vous fais confiance, je suis pas médecin, donc là on y va, il n'y a pas de souci. Vie de famille, on avance et on est soutenu, donc là pas de souci. J'ai une fille qui à l'époque avait 13 ans, donc il a fallu expliquer de manière assez naturelle et sans occulter quoi que ce soit, parce que de toute manière elle allait le voir, les dommages un peu collatéraux de la maladie, notamment la chute de cheveux et puis derrière l'affaiblissement, la fatigue et puis voilà. Donc j'ai eu un vrai soutien du côté de ma famille et de mes amis. Et puis au niveau du travail, ça a été une grande crainte au départ parce que je me suis dit, je ne connais pas finalement conséquences du physique des soins que je vais subir, donc je ne sais pas dans quelle mesure je vais être présente au travail. J'ai quand même une équipe qui m'attend tous les matins, qui compte sur moi aussi, donc ça a été 24-48 heures de grande réflexion, c'était le week-end, donc j'ai beaucoup ruminé. Et puis en fait, je suis partie du principe que j'allais leur en parler très ouvertement, comme je l'ai fait avec ma famille, ma fille, en leur disant que je ne voulais pas qu'on fasse dans le pâteau, parce que c'est pas du tout dans mon tempérament. Donc je voulais pas de plainte, je voulais pas voilà. Quand ça va, je le dis, et quand ça va pas, en principe, on me voyait pas au bureau, ou alors je le disais, ou des fois même ça se voyait, malgré la poudre et le maquillage. Donc voilà, je leur ai parlé clairement, je leur ai exposé clairement ce qui m'arrivait. Et puis en fait, j'ai une équipe qui est juste en or. Et en 24 heures, d'elles-mêmes, elles m'ont sorti, c'est une équipe exclusivement féminine, elles m'ont sorti un plan d'action de si Marine n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, libération totale. Je suis repartie, j'ai dit waouh, c'est génial. Donc elles m'ont finalement enlevé un caillou de ma chaussure parce que je me suis dit si je suis pas là, elles seront quand même rassurées parce qu'on aura pensé en amont à ce que elles peuvent faire, à ce qu'elles devront demander éventuellement à mes associés et certains engagements ou responsabilités qu'elles peuvent prendre ou pas. Plutôt un grand soulagement
par rapport à ça. Et puis l'approche de mes 2 associés, hein, parce que c'est aujourd'hui aussi, c'était une de mes craintes, de me dire comment je vais pouvoir assurer et assumer mon rôle, et puis comment eux vont aussi préserver finalement la confiance qu'ils ont en moi, les responsabilités que je peux avoir au quotidien. Bon, après, c'est au-delà d'associés, ce sont des amis, donc la priorité pour eux, c'était que je me soigne, et derrière, ils ont été d'une présence et d'un soutien incroyable. Là, il y a plein de choses qui ressortent dans tout ce que tu dis. Alors déjà, merci pour ce partage, mais il y a plein de choses qui ressortent qui me semblent absolument essentielles. C'est que si ça s'est bien passé, entre guillemets, oui. C'est aussi, en partie, grâce à ton entourage. C'est grâce tout court à mon entourage. Quand on m'a annoncé le processus de soins, on m'a dit « Marine, tu verras, c'est 50% de traitement dans la réussite, 50% de mental ». Moi, j'ai revu un peu les stats. J'ai dit « Bon, traitement 30%, mental 30% et 30% entourage, amis, soutien, accompagnement. » Enfin, voilà. Qui eux servent le mental, finalement. Ah, mais aussi. complètement. Complètement. Et puis, parce que alors j'ai aussi beaucoup entendu dire, quand il nous arrive comme ça malheur, on a souvent tendance à avoir finalement à révéler les vrais amis, les vrais, c'est dans ces moments-là en tout cas que se révèlent les vrais amis. Bon, moi, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que tous mes amis sont de vrais amis. Ouais. J'ai reçu énormément de témoignages, alors chacun à leur manière et chacun à leur fréquence, qui correspondaient aussi, parce que je ne vis pas avec eux. Je pense que des fois, ils avaient peur aussi de déranger, et voilà. Mais j'ai reçu tout au long du processus de soins et encore maintenant des témoignages qui m'ont porté et qui finalement m'ont donné clairement on nourrit mon mental pour avancer, quoi. Ouais. Pour avancer. C'est d'autant plus important ce que tu dis, enfin ce que tu nous apportes comme information, dans le sens où là on a un exemple formidable de à quel point l'entourage, qu'il soit familial, amical, professionnel, est déterminant dans le pronostic de ce genre de maladie. Et là, on a la preuve que ça t'a beaucoup aidé, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les gens qui n'ont pas cette chance ? Alors, je pense que les hôpitaux, les centres de cancéro, en l'occurrence, j'ai été suivie au centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand, met en œuvre beaucoup de services, on va dire, connexes aux soins à proprement parler contre les différents cancers. Moi, j'ai pas du tout ressenti le besoin d'y aller, que ce soit sur la partie socio-esthétique, suivi psychologique. Il y avait même, je crois, des groupes de randonnée le week-end, des groupes de rencontres, voilà. Alors, moi, j'ai pas du tout ressenti ce besoin-là. Alors, j'ai même pris un peu le contre-pied, c'est que clairement, j'avais besoin même de m'écarter un petit peu de ce côté très patho pour le coup, hein, parce qu'on reste au quotidien, avec des gens qui sont aussi malades, et moi, j'avais pas forcément besoin je sentais que j'avais pas besoin dans mon processus de soins d'aller vers des personnes atteintes de la maladie, mais je pense que ça c'est très individuel et pour le coup, parce que j'avais l'entourage aussi familial et amical, j'avais pas ce besoin-là. En revanche, et pour avoir connu dans l'entourage des personnes plus esseulées sur le parcours vers leurs soins et leur maladie, je pense que ce sont des services qui peuvent effectivement aider. Maintenant que tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais on va dire passer le gros de la tempête, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as arrêté de faire dans ton travail, par rapport au travail, dans ta manière de travailler? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as arrêté de faire? Dans ma vision, dans ma vision des choses. Il y a des choses sur lesquelles j'ai levé le pied, hein. Ça c'est une évidence.
Alors, je parle souvent de mon échelle de gravité. Mon mari a souvent tendance à me dire, avec toi, de toute manière, rien n'est grave. Ouais. Ça, c'était avant, mais alors maintenant, c'est encore plus, c'est encore plus évident. C'est qu'effectivement, je dis souvent au travail, on fait pas d'opération à cœur ouvert. S'il y a des choses qui ne peuvent pas être traitées dans l'immédiat, ben c'est pas grave, on trouvera une solution, on le fera. Et moi, clairement, mon échelle de gravité, c'est clairement agrandi. Hein, c'est-à-dire que 0, c'est la mort. Hein, oui. Voilà. Et enfin, plutôt 10. Je sais pas dans quel sens on peut la prendre, mais en tout cas, je prends les choses beaucoup plus à la légère. Alors, j'ai une grande partie de mon poste qui est consacrée à la partie RH. Et on sait que la partie RH peut être très énergivore dans une entreprise. On est 70 salariés aujourd'hui. Donc, c'est 70-80% de mon temps. Alors avec dans ce pourcentage-là du temps d'accompagnement et de management qui est super, mais il y a aussi du temps de gestion qui peut être assez stressante, et puis qui fait travailler aussi et bien au-delà des portes du travail malheureusement. Bien sûr. Et là, j'essaye de prendre un peu plus de recul en me disant, voilà, j'avais tendance à aller chercher au fin fond des gens pour voir vraiment en me disant il y a des choses qui doivent être bien ou qui vont... Donc je me creusais vraiment la tête et ça en fait j'ai arrêté à un moment donné parce que ça me mangeait beaucoup d'énergie, parce que en fait systématiquement quand je faisais le constat de tout ça, j'étais la plupart du temps déçue. Donc je me dis ça, j'arrête. Ok. Ils veulent plus rester avec nous, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ok. Un peu de lâcher prise, on va dire. Okay. Oui. C'est une manière de se préserver, quoi. Complètement. Ok. Est-ce qu'à l'inverse, il y a quelque chose que tu fais maintenant et que tu faisais pas avant, suite à tout ça? Suite à tout ça, alors au travail, je pars un peu plus tôt le soir. Ah ouais. Ben, c'est super. Ouais, je suis une coureuse à pied. Ouais. Dans ma vie personnelle, avec mon mari, on fait des marathons. Voilà, donc le sport fait partie intégrante de notre vie. J'ai aussi des animaux. J'en parlais tout à l'heure à Pauline. J'ai fait une petite halte avant de venir pour poser mon chien avant de venir au podcast. J'en ai 2 autres à la maison. Clairement, ça a été ma bouffée d'oxygène l'année dernière parce que je ne pouvais pas courir. Donc, j'ai beaucoup marché avec mes chiens, du coup. Et en fait, alors beaucoup plus que ce que je faisais d'habitude. Et du coup, j'ai voulu garder ce rythme-là parce que je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, en plus de courir. Donc voilà, j'essaye de pas partir trop tard. Je suis quelqu'un d'assez matinal, donc à 7h15, 7h30, je suis au bureau. Et par contre, arrive 16h, 16h30, je dis allez là, maintenant c'est bien. Alors des fois, je rallume un peu l'ordi le soir, un peu le week-end, mais ça reste très raisonnable. Et je me dis que si j'ai pas réussi à m'organiser dans ma journée, c'est qu'il y a un truc qui allait pas. Est-ce que, d'après toi, du coup, ce serait remettre en cause peut-être la notion de présentéisme? Ça pourrait, parce que je pense qu'on est dans une société où être présent au bureau et être présent jusqu'à 19h, 20h, j'entends encore des fois des amis qui disent en rigolant, 16h, tu t'as pris ton après-midi, quoi. Ben non, ça c'est vraiment le truc... Non, j'ai juste, je m'organise, quoi. Pas pour travailler, je travaille pour vivre. J'ai ma famille, j'ai mes activités, et c'est ce qui fait que j'ai l'esprit aussi libre pour venir travailler et être efficace quand je viens travailler. Donc oui, la notion de présentéisme peut être entre guillemets pas un souci, mais un élément anxiogène en tout cas pour certaines personnes, parce que on a peur de partir un peu plus tôt, ou on a peur de l'image qu'on va donner quand on quitte le travail un peu plus tôt, ou quand on prend un après-midi. Alors là, moi je te rejoins à 300%, je suis 1000 fois d'accord avec ce que tu dis, et il y a même la notion tout simplement moi de performance. Je veux que mon équipe soit performante, je veux pas qu'elle fasse semblant d'être performante. Oui.
Je sais que si pour être performante aujourd'hui, elle doit partir à 15h, elle part à 15h, c'est pas grave. Ouais. Je m'en fiche. Le résultat, Voilà. c'est le résultat qui Je suis compte, pragmatique. on est d'accord. On s'est fixé des objectifs ensemble, on y va ensemble, et peu importe la manière dont on y va, ce que je veux, c'est préserver mes équipes, leur santé, etc. Si je comprends bien, si je résume. Suite à ça, suite à ta mésaventures, tu as arrêté le présentéisme, en tout cas, si tu peux partir plus tôt du travail, quand ça te chante, quoi, quand t'en ressens le besoin. Oui, c'est ça. Tu as augmenté ton lâcher-prise, qui était déjà apparemment, qui faisait déjà partie de ta nature, voilà. Et ça a été, en plus évidemment, du soutien de ton entourage, apparemment les clés qui t'ont permis, toi, de passer cette épreuve, quoi. Oui, complètement. Donc, est-ce que ce qui a marché pour toi, du coup, tu penses que ça pourrait marcher pour d'autres, et est-ce que du coup, tu essayes de le mettre en place au sein de tes équipes? Alors c'est une très bonne question, parce que en fait, je pense que c'est vraiment lié au tempérament de la personne aussi. Je vais donner un exemple assez parlant. Quand j'ai appris pour la maladie, la première chose, là peut-être la deuxième que je me suis dit, c'était surtout ne cherche pas sur Internet, ne lis rien, écoute ce que les médecins te disent, et demande dans quelle mesure tu peux continuer à vivre normalement. Parce que moi, en fait, ce que je voulais pas, c'était que ça vienne finalement perturber mon rythme quotidien, perturber tout ce que j'entreprenais à ce moment-là au travail, et aussi dans ma vie personnelle. Donc voilà, je me disais, remets-toi mets ta confiance dans les médecins, dans la médecine, surtout pas sur Internet. Beaucoup de personnes m'ont aussi suggéré de lire des bouquins, et j'ai absolument rien fait de tout ça. Parce que je ressentais pas le besoin. Je me suis dit, voilà, le médecin me dira ce que je peux faire. En l'occurrence, le médecin m'a dit le sport, c'est la vie. L'activité physique dans le cas d'un traitement contre le cancer du sein, pour absorber la chimio, c'est recommandé. Donc, nos limites. Donc, bon, moi, ça m'allait très bien. Enfin, la seule limite, ça a été mon corps à un moment donné, de toute manière. Voilà. Mais c'est ma vision. Enfin, c'est ma vision et mon tempérament. C'est-à-dire que quand j'ai compris, il a fallu que j'analyse finalement comment j'absorbais la première chimio. J'en ai eu 16 au total. Les 4 premières étaient plutôt très fortes, à raison d'une toutes les 2 semaines au lieu de 3 semaines. Ils me les ont rapprochées pour vraiment attaquer fort. Puis je pense que comme j'étais un sujet jeune et en bonne santé, ils me l'ont dit, clairement. Donc je me suis dit, faut que je vois comment je réagis à la première. Et puis, je vais pouvoir, du coup, m'organiser autour de tout ça. À l'époque, j'avais pas de bureau encore à la maison, je télétravaillais pas du tout. Donc, on a installé un bureau à la maison, j'ai fait ma première chimio. Pendant ma première chimio, j'étais en chambre, je travaillais, j'avais mon ordi. Pendant l'injection, je dis pour l'instant ça va. J'étais plutôt assez sereine, avec mon casque sur la tête, en me disant je vais peut-être pas perdre de cheveux en plus, ça va être nickel. Bon, pas du tout. Ça c'est la première chimio, on y va vraiment la fleur au fusil. Et puis finalement la première chimio, comme les 4 et les 16 autres, a été costaud. Donc 24 heures. On-off, plus personne au rendez-vous. Et puis, des nausées, beaucoup de nausées, donc, puis après on rentre dans un cercle vicieux, donc on a des nausées, on mange pas, donc on est fatigué, etc. Et en fait, quand j'ai compris qu'il fallait qu'à un moment donné, je recommence à manger pour remettre tout en place et que l'organisme reparte, et que c'était le cas, je savais que mon objectif après chimio, c'était de réussir à manger une première fois. Dès que j'arrivais à manger, ça repartait doucement. Je télétravaillais une journée, puis la semaine suivante, j'étais en présentiel toute la semaine. Donc, mais voilà, une fois de plus, c'est ma réaction, mon tempérament autour de tout ça. J'allais beaucoup marcher, j'allais beaucoup prendre l'air.
Je pense que si je peux préconiser l'activité physique, à un moment donné, on se sent affaibli et pas bien, mais il faut y aller quand même 10 minutes, un quart d'heure, parce que moi, je me suis rendu compte que prendre l'air, ça fait du bien. Alors déjà, l'odeur d'hôpital toute la journée, Bien sûr. je ne suis pas une grande fan. Le produit, il pue, hein, pour parler clairement. C'est un produit qui sent très mauvais, donc on a l'impression que ça nous sort par tous les pores. Donc je roulais, je me rappelle, mon mari venait me chercher, je roulais trajet retour, fenêtre ouverte, je ne pouvais plus supporter l'odeur. Et puis elle nous suit pendant 2-3 jours. Donc prendre l'air, c'était pour moi presque à ce moment-là une délivrance, une manière de me nettoyer. Donc ça, je peux que le préconiser, parce que pour le coup, je pense que beaucoup de personnes ressentent cette chose-là. Et puis après, c'est se donner en fait des petits points d'objectifs qui sont dans un premier temps, allez, dans 4 heures je fais ça, dans 10 heures je fais ça, et demain matin je fais ça, et puis voilà. Mais bon, c'est une fois de plus, c'est lié au tempérament et à la manière de voir les choses. Donc à ta nature et à ton expérience, ça c'est clair. Si on parle maintenant plus d'un point de vue santé en général et santé au travail, est-ce que tout ça t'a poussé à faire les choses autrement? Et si oui, comment tu essayes de prendre soin de la santé de tes collaborateurs? Oui, forcément, ça délie un peu les langues, quand on commence à parler de sa propre santé, à exposer de toute manière clairement sa propre santé dans un bureau. En l'occurrence, je travaille avec beaucoup de femmes, donc je sais que je fais très attention au t'as fait ta mammo, t'as pas fait ta mammo, et on en parle assez librement parce que c'est pas un tabou, et puis parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes aussi. C'est une femme sur 8 demain qui sera atteinte d'un cancer du sein. Donc, pour moi, ça me paraît une évidence aujourd'hui que ce soit pas du tout un sujet tabou. Alors, je me concentre sur le cancer du sein parce que c'est ce qui m'a concernée, mais de manière plus générale, dans le monde du travail, à part en parler et être après peut-être un peu moteur de si, il faut faire des examens, prendre soin de soi, pas hésiter à les consulter. Voilà, on a la chance d'être en 2025 en France, en plus. Donc, faut saisir sa chance, quoi. Et au moindre symptôme un peu particulier, on a vécu ça avec un de nos collègues là récemment, un de nos salariés, qui a subi une opération au poumon et qui est venu m'en parler directement, qu'il allait subir cette opération-là. Alors j'ai trouvé ça chouette parce que je me dis, je pense que c'est aussi ce que j'ai traversé qui a fait que naturellement il est venu m'en parler. Et après, à partir de là, à part faire un accompagnement comme finalement les amis l'ont fait, donc à prendre des nouvelles régulièrement parce que c'est important pour nous de savoir comment il va et comment il se rétablit. Mais c'est vrai que dans l'entreprise, ça peut être rapidement délicat parce que est-ce qu'on passe pas la barrière de l'intime? Est-ce que la personne le veut ou pas? Je suis partie du principe que dès lors qu'il est venu m'en parler, c'est que ça lui posait pas de soucis qu'on en discute. Donc à ce moment-là, je pense que ça enclenche un cheminement et un échange assez naturel. Si je comprends, tu te mets à disposition de tes collaborateurs, ne serait-ce que pour être une écoute. Oui. Et tu favorises la prévention, Oui. Globalement. Oui. En termes de prévention, d'ailleurs, est-ce que vous faites des choses dans votre entreprise là-dessus, pour la santé globale? Pour la santé globale, alors après, on a une démarche de prévention, on va dire, qui ressemble à toutes celles que les entreprises mènent aujourd'hui. En lien à l'environnement de travail, effectivement en lien à l'aménagement aussi des horaires, par rapport à l'instauration d'une journée éventuellement de télétravail, des choses comme ça. Sur de la prévention pure, on a des actions qui sont menées dans le cadre plus de notre activité. Alors nous, en l'occurrence, on fait beaucoup de sécurité, on vend de la sécurité contre les chutes de hauteur, donc on a plus d'une vingtaine de personnes tous les jours qui cheminent sur des toits, donc c'est un aspect très, très important pour nous. La santé, c'est toujours quelque chose un peu plus délicat à mesurer, pour le coup, et tant sur les actions à mettre en œuvre
parce que comme je disais, on peut rapidement rentrer dans l'intime des personnes, dans quelle mesure enfin voilà, on peut mener des actions plutôt générales. Ce qu'on va faire, par exemple, dans notre atelier actuellement, ce qu'on fait avec la CARSAT sur le bruit environnant. Donc là, c'est pour aussi prévenir contre les maladies professionnelles. Donc on va faire des choses, mais qui pour moi restent du normal, même, enfin plutôt de l'obligatoire pour l'employeur. Minimum, on pourrait le dire. Minimum, carrément le minimum, ouais, complètement. Okay. Mais après, sur la maladie en elle-même, je me suis forcément un peu plus posé la question ces derniers mois, à part être une oreille attentive et pousser les personnes, vraiment les collaborateurs proches quand on court des discussions, dire mais voilà, faut y aller, il y a tout ce qu'il faut, pas loin en plus, donc on a plutôt de la chance, on a plutôt de cette chance-là, donc voilà. Et je pense que pour le coup, les collaborateurs sont assez à l'écoute parce qu'ils ont vécu, ils ont traversé avec moi cette période-là. Ils ont été témoins en tout cas. Ah oui, complètement. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose d'important à dire ou à nous transmettre suite à tout ça, une leçon que tu as tirée de toute cette expérience? Oui, alors pour moi, je pense que la vraie délivrance, entre guillemets, parce que je l'ai vraiment vécu comme ça, c'est d'en parler sans filtre, en fait, ouvertement, alors avec la pudeur un peu et la mesure de la pudeur de chacun, mais en parler ouvertement parce que aujourd'hui, je pense que les entreprises sont à l'écoute, sont malgré tout de plus en plus à l'écoute de ça et sont en mesure d'aménager aussi des temps et des postes pour ça. Et je parle vraiment en connaissance de cause parce que j'ai des amies femmes qui ont été dans la même situation que moi, mais pas en tant que cadre dirigeante, en tant qu'employée. Et à un moment donné, il a fallu aussi traverser cette période-là. Et puis parce que faut pas que ce soit un sujet tabou. Pour être compris, à un moment donné, il faut pas que ce soit un sujet tabou. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu l'impression d'être à ce moment-là hyper bien entourée, parce que j'en ai tout de suite parlé. Et du coup, il n'y a pas eu de questionnement, de réticence ou de suggestion de la part des gens, de non-dit, qu'est-ce qui lui arrive, on ne sait pas bien. Voilà, non, il savait. Quand ça allait, il me voyait, et puis quand ça allait pas, il ne voyait pas. Bon, très bien, formidable. Pour terminer, Marine, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous faire, quelque chose qui t'a aidé dans ces moments ou que tu aimes particulièrement? Ça peut être un film, un livre, une musique, peu importe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous recommander? Oui, alors, je vais le recommander sans l'avoir lu, mais je vais expliquer pourquoi. Donc, c'est un livre qu'Anaïs Kemener a écrit, c'est une marathonienne, coureuse à pied, qui a mon âge, à peu près, à quelque chose près, qui a eu un cancer du sein quand elle avait 25-26 ans. Avec des conséquences bien plus, on va dire, importantes que moi. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « Tout ce que je voulais, c'était courir ». Et en fait, j'ai pas voulu lire le livre. En fait, je me sens pas encore prête à lire et à me replonger finalement dans tout ce parcours de soins. Je l'ai pas du tout fait pendant mon propre parcours. Et il y a que récemment où j'ai commencé à écouter quelques podcasts type Les Combattantes, dans la voiture, mais j'ai jamais super podcast. Mais voilà, je l'ai pas fait avant. Là, je commence progressivement à y aller parce que je pense qu'il faut quand même attendre qu'il y ait une petite guérison intérieure aussi par rapport. Ça reste quand même un traumatisme, je pense, donc à passer. Et donc je lirai son livre, mais du coup je la suis sur les réseaux. Elle a été maman là récemment, et elle a fait en 2023, elle est arrivée première française au marathon de Paris en 2:32. Enfin, c'est vraiment une très très bonne coureuse à pied et une très belle leçon de vie. Quelqu'un d'extrêmement pétillante, souriante et donc voilà. Si je peux suggérer un livre, et puis
puis parce que ça tourne autour du sport. Et comme je l'ai dit tout à l'heure... ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ma vie, ça a fait partie clairement de mon processus de guérison, donc je peux que encourager cet exemple-là. Donc, tu le recommandes, tu Oui. nous le recommandes, Oui. et tu te le recommandes à toi-même, Oui, finalement. bien sûr, je l'ai sous le coude. Ok, bon, super. Il y avait autre Voilà. chose? J'ai parlé des podcasts et combattantes, sur des témoignages de femmes, sur des niveaux de cancer, on va dire, différents, des niveaux de conséquences physiques et sur leur vie de manière générale, à tout âge. Ce sont des témoignages poignants. Et derrière, je sais que ça peut, des fois, parce qu'on se pose beaucoup de questions quand on est une jeune femme ou femme malade, d'ailleurs tout court, parce que jeune ou plus âgée, les conséquences sont les mêmes. On n'aime pas perdre nos cheveux, on n'aime pas se voir diminuer. Ça permet aussi d'écouter comment les autres l'ont vécu et comment on l'ont survécu. Enfin, voilà. Bien sûr. Donc ça peut être des témoignages qui sont intéressants à entendre. Merci Marine De pour rien. tout ce que tu nous as dit, pour ta présence et tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui, riche d'enseignements, riche de réflexions. Tu seras toujours la bienvenue sur ce podcast. Merci beaucoup. Et nous, on se dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Même pas mal.